Salut les enfants précoces, me voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de scénario. Le scénario est l'amont de l'œuvre, il résulte d'un procédé d'écriture visant à écrire l'histoire d'un film, d'une série, d'un jeu ou d'une BD. Le scénario est un art à lui tout seul et le définir me demanderait une vidéo entière. Le but ici sera de vous parler de quelques techniques d'écriture qui auront pour but de sauver des scénarios fades et de montrer une toute autre façon d'approcher une œuvre. Numéro 1. Le MacGuffin. Bien que le MacGuffin existait déjà, c'est Hitchcock qui en a donné la définition. En effet, le MacGuffin est un élément déclencheur de l'histoire et sert d'enjeu pour tous les personnages, alors que le public s'en fout. Il est souvent présent sous la forme d'un objet comme la mallette dans Pulp Fiction, qui est au passage mon film préféré, et ça peut également être une personne comme dans Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Le MacGuffin ne sert que d'élément qui démarre l'histoire et au fur et à mesure que celle-ci avance, le MacGuffin perd de son importance. Le souci que j'ai avec cette technique, c'est que beaucoup de noobs et de mecs pas du tout inspirés ont utilisé ce principe pour juste prétexter de l'action et des fusillades. La preuve, presque tous les films de Michael Bay en ont un. Numéro 2. L'ironie dramatique. Si on parle d'ironie, c'est à cause d'une asymétrie d'information. Dans ce cas, le spectateur a une information que le personnage n'a pas ou a très mal interprétée. Quand ça arrive, le public réagit souvent comme suit. Mais non, mais il y a un piège là! Mais non! Oh, 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 mais il va prendre cher là! Il est à fond sur toi! Allez mon petit! Allez! Oui, c'est bon! Oui! Moi c'est parfait! Oui! Le spectateur a souvent peur pour le personnage qui fonce droit dans le mur. A noter que cette technique fait son effet dans les films d'action ou comiques. Ça peut également fonctionner comme une révélation qui pourrait bouleverser le personnage en question. Le public sera alors plus intéressé quant à la réaction du personnage. A noter que le genre est utilisé de façon sévèrement abusive dans beaucoup de mangas de baston. Numéro 3, le setup and payoff. Cette technique est particulièrement compliquée à mettre en place, mais le résultat en vaut le coup. Entre le setup and payoff, c'est-à-dire la mise en scène et le résultat, il y a une relation de causalité qui va lier les deux. C'est complexe à expliquer, mais ceux qui maîtrisent cette mise en scène sont des génies. L'exercice est difficile, alors tentez d'imaginer. Le personnage est fainéant, il est pour lui l'heure de se lever pour aller en cours. Son réveil sonne, mais il se couvre les oreilles pour dormir tranquille et pour éviter de regarder son téléphone. À ce moment, sa mère monte pour le réveiller et le sermonne. Le personnage se réveille à contre-cœur, se lave, se brosse, descend et prend son petit déjeuner que sa mère lui a préparé, puis s'en va en cours. Ceci est un pay-in. On prend une scène totalement anecdotique qui n'a visiblement pas un grand rôle dans le récit. Maintenant, il s'est passé la chose suivante. La mère du personnage décède lors d'un accident. Afin d'émouvoir le spectateur avec simplement de la mise en scène, sans besoin de surdramatiser, on va faire un payoff. Le personnage est fainéant, il est pour lui l'heure de se lever pour aller en cours. Son réveil sonne, mais il se couvre les oreilles pour dormir tranquille et pour éviter de regarder son téléphone. À ce moment, le silence règne et le personnage reste couché, jusqu'à avoir faim. Il se lave donc, se brosse, descend et voit une cuisine vide. Il fait son petit déjeuner, mais il n'en ressent aucun goût. Déprimé, il décide de ne pas aller à l'école et reste chez lui. Afin que le payoff fonctionne, il faut un pay-in, une mise en scène sur les habitudes du personnage ou une scène en particulier. Ça permet de mieux retranscrire le changement à l'écran et en plus ça permet de revenir dans le récit sans utilisation ni de voix off ni de flashback. Ouais, c'est fort à ce point. Numéro 4. Le foreshadowing. Le foreshadowing est une technique visant à laisser des indices de façon subtile sur ce qui se passera à la fin du film. C'est très bien utilisé dans le film Fight Club, signé David Fincher. Je ne vous spoilerai rien et je vous conseillerais même de mater ce film et si besoin 2 fois. Le foreshadowing est une technique nécessitant de décortiquer l'histoire et de prendre du recul par rapport aux indices donnés. Il suffit de voir l'utilisation de cette technique dans Batman The Dark Knight sur le personnage de Harvey Dent et c'est un sans faute complet. Après, il n'y a pas que dans les bons films qu'on retrouve ce procédé. L'idée ingénieuse peut être utilisée dans des films à la qualité douteuse comme dans Twilight où lors de sa première rencontre avec Bella, Jacob se prend la porte de sa nouvelle bagnole en pleine gueule. Ça annonce les galères qu'il va subir par la faute de Bella. Après, ça a également servi dans le manga Naruto où lorsque Kakashi a posé des questions à Sakura pour la première fois, il pense la chose suivante d'elle. Les filles comme elle pensent plus aux garçons qu'à leur ninjutsu. Eh ouais Kakashi, jamais t'as eu autant raison, le personnage de Sakura était vraiment amer. Mais enfin, si le foreshadowing laisse des pistes, le style d'écriture suivant cherchera plus à les brouiller. Numéro 5, le twist. Le twist final est une structure narrative dont le but est de créer une fin complètement déroutante et inattendue qui peut choquer le spectateur. Les films Saw sont connus pour l'utiliser, même si c'est moins efficace parce que 7 films d'affilée, il y a de quoi être prévisible.
Le procédé est utilisé aussi dans le monde du jeu vidéo, où l'impact est plus grand à cause de l'implication personnelle du joueur et sa tendance à s'identifier ou admirer le personnage qu'il incarne. Le twist n'est pas toujours final, mais ça peut être une révélation choc telle que le célèbre « Je suis ton père », mais ce n'est pas forcément signe de qualité de l'utiliser. Il y a un réalisateur qui s'est spécialisé dans le plot twist vomitif, c'est M. Night Shyamalan, à qui je ne pardonne pas d'avoir violé un de mes dessins animés d'enfance préférés. Et ouais, ce mec a le don de rendre fade tous les personnages de ses films. Numéro 6, le climax. L'avant-dernier que je vous présente. Si vous êtes fan de One Piece, vous aurez deviné ce qu'est un climax, quand les petits éléments scénaristiques commencent à se rassembler, on atteint un point culminant où la bataille fait rage, la guerre est à son apogée, les musiques deviennent dantesques et toutes les scènes, ou presque, ont une dimension épique. C'est là que le conflit est à son sommet et que le suspense est à son comble. Inutile d'illustrer, vous avez déjà tout compris. Mais pour la prochaine et dernière technique, ce sera assez bizarre pour vous. Numéro 7, le lampshade hanging. Est-ce que vous connaissez le quatrième mur? C'est une barrière dressée entre le spectateur et la fiction. Dans un effet comique, le personnage peut briser le quatrième mur afin de sortir de sa fiction en parlant de façon directe à la caméra. Cette technique est utilisée par Jean-Pierre Jeunet dans son film Fabuleux destin d'Amélie Poulain, par Scorsese dans le film Le Loup de Wall Street ou dans des films plus légers tels que Wayne's World où ça va un peu plus loin et ça se moque des placements de produits. Ouais, les mecs sont assez taquins. Briser le quatrième mur, c'est dialoguer avec le spectateur afin de critiquer en interne l'œuvre dans laquelle le personnage évolue et rend le tout plus léger. Mais savez-vous que le personnage peut parler au spectateur sans avoir à forcer la cassure de ce mur? Ouais, c'est une technique subtile, et c'est là que réside toute la beauté du lampshade hanging. En gros, c'est utiliser un personnage pour pointer son doigt discrètement sur un cliché du scénario ou une quelconque branlette intellectuelle faite par un malade mental sous GHB. Mais ça peut servir également à autre chose. Vous voulez un exemple? Ok. Dans South Park, plus exactement l'épisode piégé dans le placard, Stan est mêlé à l'église de Scientologie qui le prend pour un messie, ce qui attire des foules dont les stars Tom Cruise, John Travolta et R. Kelly, qui l'entourent tous et le vénèrent. Cet épisode est le plus polémique de South Park puisqu'il égratigne un mouvement religieux intouchable aux États-Unis, genre vraiment intouchable, en expliquant avec des caricatures les croyances des scientologues avec la mention « c'est vraiment ce que les scientologues pensent ». Afin de répondre aux éventuelles menaces et poursuites judiciaires, un lampshade hanging est utilisé par les auteurs afin de s'adresser à tous leurs détracteurs par le biais de Stan. Allez-y, attaquez-moi. Et sans même un peu plus taquin, il crédite tout le monde avec les pseudonymes John Smith et Jane Smith. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je sais que j'ai pas été très actif sur ma chaîne ces derniers temps, mais j'ai mes raisons. Merci à toi Cepheus pour ton caméo riche en jeu d'acteur. Et je te revaudrai ça. Allez, salut les gens!